3 octobre dernier, Sébastien Lecornu faisait cette promesse solennelle. J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisqu'on ne peut pas passer en force. Sauf que 3 mois plus tard, c'est marche arrière toute. Le gouvernement engage sa responsabilité sur la partie 1 des recettes du projet de loi de finances pour 2026. Je vous remercie. Le Premier ministre a actionné cet après-midi le premier d'une série de 3 49.3 pour faire adopter le budget de l'État et promulguer le texte avant la mi-février. Sébastien Lecornu, comme ses prédécesseurs, s'expose à un vote de censure. Est-il en danger? Pas vraiment, car il a le soutien des socialistes. Il y avait la nécessité pour les uns et pour les autres de composer. Nous ne censurerons pas le gouvernement. Le PS se félicite d'avoir obtenu des concessions du Premier ministre. Repas à 1 € pour tous les étudiants, création de 2000 postes dans l'éducation nationale et hausse de la prime d'activité. Mais dans les couloirs de l'Assemblée, la France insoumise fulmine contre les socialistes. C'est pas des concessions, ils ont avalé à baobab, quoi. Une partie de cette gauche finit par être la béquille du macronisme. Et les FI et le RN ont déjà annoncé le dépôt de motions de censure, tandis que le monde de l'entreprise s'inquiète. Le nouveau budget reconduit la surtaxe sur les profits des grands groupes et supprime la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le patron des patrons voit rouge. Pour ce budget, seules les entreprises sont mises à contribution. Cela dans le pays où elles sont déjà les plus taxées au monde. Les ministères et les agences de l'État devront également se serrer la ceinture. Objectif 2 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Alors, qui seront les gagnants et les perdants du budget 2026 ? Le recours au 49.3 se révélera-t-il risqué ? Quelles en seront les conséquences économiques et politiques ? Nos 3 invités, Bernard Cohen-Haddad, bonsoir. Vous êtes président de la CPME Paris, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et je signale votre ouvrage « L'avenir appartient aux PME ». À propos du sujet qui nous intéresse, l'utilisation du 49.3, selon vous, marque l'échec d'un projet politique. C'est aussi, selon vous, la fin de l'offre pro-entreprise. Les grandes comme les petites seront taxées. Tout le monde va payer. À côté de vous, Anne-Laure Delade, bonsoir, économiste, bonsoir. Directrice de recherche au CNRS, dernier essai, l'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique. Et à propos donc de ce volet recettes du budget 2026, vous considérez que si la politique de l'offre permet de faire augmenter certains revenus, elle appauvrit le système social. Il faudrait une vraie réflexion sur la fiscalité des ultra-riches et des hauts patrimoines. Et Benjamin Morel, bonsoir, constitutionnaliste, maître de conférence en droit public à Paris 2, dernier essai, le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme. Selon vous, pour éviter des blocages budgétaires, chaque année, vous préconisez l'instauration de lois pluriannuelles, un peu comme sur le modèle européen. On en parlera à la fin du débat, mais on commence avec le renoncement du jour. Oui, on l'a dit vendredi parce que c'est quand même essentiel sur l'actualité. C'est celui du Premier ministre Sébastien Lecornu qui a finalement décidé donc d'engager la responsabilité de son gouvernement pour faire passer le budget 2026 en recourant à l'article 49.3, malgré son engagement passé de ne pas y recourir. Benjamin Morel, pour vous, c'est un échec pour le Premier ministre ? Oui et non, c'est-à-dire que c'est un échec si on considère qu'en effet, Sébastien Lecornu avait une méthode et que cette méthode, eh bien, elle allait permettre de faire passer un budget sans 49 alinéa 3. Il n'y a clairement pas de budget qui pouvait passer sans 49 alinéa 3. On a dit, c'est le triomphe du parlementarisme, mais il n'y a aucun régime parlementaire européen qui fonctionne comme ça. Comment ça se passe dans les régimes parlementaires européens classiques ? Vous commencez par prendre des mois pour former une coalition. Une fois que cette coalition est formée, eh bien, à ce moment-là, vous mettez d'accord à minima sur un budget. Le et compromis, ce budget, vous le votez. C'est un compromis, mais en amont. Il n'y a personne qui lance un texte. Ce texte, il est amendé de briquet de broc et à la fin, on vote là-dessus. Donc là, on a une stratégie de survie du mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui pour Sébastien Lecornu. Ça lui permet d'aboutir à un budget. C'est ce qu'il souhaitait. De là à penser que la méthode qui était promue était une méthode fonctionnelle, la réponse c'est non. En tout cas, il n'y a pas d'exemple à l'étranger. Bernard Cohen-Haddad, il fallait un budget à la France et il fallait en passer par là ? Nous, entrepreneurs, c'est ce qu'on attendait. On avait vu qu'il y avait peut-être la méthode Lecornu avec, vous savez, ce qui est important, c'est le budget de la sécurité sociale, RFSS, qu'il a réussi 149.3. Donc il faut quand même reconnaître qu'une partie du verre était à moitié plein. Mais on arrive là,
fin janvier, avec un budget qui n'a pas été voté. Et au-delà des mesures qu'on peut évoquer, qui ne sont pas tellement favorables aux entreprises, on va y revenir. On a perdu, ça a été bien dit par Benjamin Morel, 3-4 mois. Et l'ambiance entrepreneuriale, vous savez, le sentiment, la confiance des jeunes entreprises n'a pas été au top pendant ces 3 mois. Alors, ça vous choque ou pas, ce recours au 49.3 ? Alors, moi, je suis économiste. Oui, mais en tant que citoyenne. Oui, mais du coup, non, mais même en tant qu'économiste, je crois qu'il y avait 2 enjeux. Le premier, c'est d'arriver à réduire ce déficit. Tout le monde est d'accord et on ne va pas y arriver. En fait, l'objectif, il est de passer à 5% du PIB, mais on n'en est même pas sûr. Ce qui n'est pas étonnant, puisque il y a eu finalement... vous avez une opposition de modèles, et c'est justement le deuxième enjeu. En gros, aujourd'hui, ce que je comprends de la situation politique française, c'est que vous avez 3 blocs, c'est complètement fragmenté. Vous êtes à 1 an et quelques des élections, donc personne... Présidentielle. Présidentielle, oui. Donc personne ne veut vraiment faire de compromis parce que ça envoie un signal négatif à ses électeurs. Et donc... Et vous avez 2 modèles. Un modèle, la politique de l'offre, baisse des prélèvements obligatoires, et un autre modèle en face qui serait de corriger cette fiscalité. Et donc, finalement, il n'y a pas de compromis possible dans cette situation politique très fragmentée à côté des élections. Et on se retrouve avec, a priori, une difficulté à réduire ce déficit budgétaire. Je vous rappelle quand même qu'on nous annonçait qu'on serait à 3 en 2029. Oui. 3%, 3% du PIB. Du PIB. Ouais. Et on va difficilement, on est parti de 6 et on sera difficilement à 5 au bout de 2 ou 3 ans. Mais alors sur le fond, justement, Bernard Cohen-Haddad, pourquoi vous dites que c'est la fin de la politique de l'offre ? Parce qu'il y a des gages qui ont été offerts en quelque sorte à la gauche pour qu'il y ait un compromis. Alors on parle d'une hausse de la prime d'activité, de 2000 postes supplémentaires en éducation nationale, de repas à 1 euro pour les étudiants. Est-ce que tout ça fait une politique anti-entreprise ? Vous savez, la fin de la politique de l'offre, elle n'est pas liée à M. Lecornu. Elle a même commencé avec Mme Borne, à vrai dire. Elisabeth Borne, où on a commencé à suspendre la CVAE. Pardon ? Où on a suspendu la CVAE. C'est quoi ? C'est un acronyme. C'est la contribution volontaire des entreprises. Et donc, à l'été 2023, c'est là vraiment où on tourne une partie du dos à la politique de l'offre, et ça a été affirmé de manière très négative, si vous me le permettez, avec la dissolution et l'arrivée de Michel Barnier. C'est là qu'on tourne le dos de la politique de l'offre, et bien entendu, pour nous, c'est le renoncement à la politique pro-entreprise que nous avions appelée de nos voeux de 2017 et jusqu'à 2019, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée à la Covid-19. Alors, on a déjà vécu des moments... de la gauche socialiste au pouvoir. Attendez, on n'est pas amnésique dans les entreprises. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir de politique affirmée, c'est-à-dire qu'on navigue un peu à vue, donc on nous parle de surtaxe, après on augmente une prime d'activité, mais on sait très bien que d'un autre côté, il faut désmicardiser, donc si on désmicatise, la prime d'activité, elle n'a pas tellement lieu d'être, donc vous voyez qu'on est un petit peu ce que j'appelle la politique du chien crevé au fil de l'eau, et puis sur la politique du chien crevé au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on laisse un peu voguer, aller les choses, et puis on verra bien comment ça se passe. Non, juste une réaction, non, Anne Lordelade, par rapport à la politique du chien crevé au bord de l'eau avant qu'on... Oui, si on avait vraiment une remise en question de la politique de l'offre, on aurait remis en question, par exemple, les aides publiques aux entreprises. Vous savez, il y a eu un rapport sénatorial là-dessus. 200 milliards d'euros par an qui, a priori, ont des effets limités. Ça, c'est un vrai élément de la politique de l'offre. Le deuxième élément, c'est une fiscalité qui est... en fait, très régressive en France au niveau des entreprises. On devrait avoir une équité, c'est-à-dire que vous soyez une petite ou une grande entreprise, vous devriez payer le même taux, d'accord ? Aujourd'hui, les données de l'INSEE nous montrent qu'une grande entreprise paye 7 points de PIB, 7 points d'imposition de moins qu'une petite entreprise. Vous êtes dans une brasserie, vous allez payer plus d'impôts que si vous êtes Total ou autre. Ça, pourquoi ? Parce qu'il en fait, on n'a pas du tout remis en question tous ces crédits d'impôts, ces exonérations, ces réductions d'impôts. Oui. Et ça aurait été une remise en question de la politique de l'offre. Sur les aides, sur les aides, c'est important parce que les 15 000 aides
que l'on a dans le tableau des aides, elles ne sont pas abondées par les PME, vous le savez très bien. On ne répond pas aux aides, parce que quand on répond aux aides, c'est trop compliqué. C'est vraiment trop compliqué. Donc cet argent, il est non, mais attendez, moi, pas versé. C'est pas une, je veux dire, c'est pas mon coming out que je fais là. Hein. Je dis qu'il faut réduire le nombre d'aides, parce qu'on a trop d'aides auxquelles les PME ne répondent pas, et quand elles y répondent, certaines d'entre elles, elles ont tellement de contrôle qu'une fois qu'on a répondu aux aides, on veut surtout pas y répondre. Donc il faut limiter les aides aux PME. En revanche, c'est vrai, il y a une vraie distorsion de concurrence entre les grands groupes qui font 80% de leur chiffre d'affaires à l'international et les PME qui ne peuvent pas délocaliser. Ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Alors, attendez, on va continuer le débat, mais on va évoquer avec Julien qui va payer la facture. Les grandes entreprises sont dans le viseur, semble-t-il, de Sébastien Lecornu. Et ce sont effectivement les plus grandes entreprises qui vont passer à la caisse. La surtaxe d'impôt qui devait être exceptionnelle et durer juste un an, eh bien, elle va être prolongée en 2026. Et selon plusieurs sources ministérielles, cela pourrait représenter 8 milliards d'euros pour l'État. Seule concession tout de même, ce sont les 300 plus grands groupes français qui sont concernés et non plus les 400 premiers. Autre décision du gouvernement, maintenir, vous l'évoquiez, la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est un impôt local pour les entreprises qui réalisent un certain chiffre d'affaires. Cette cotisation devait être abaissée. Finalement, ce ne sera pas le cas. Enfin, Sébastien Lecornu s'attaque au pacte Dutreil, une niche fiscale dans le cadre des transmissions d'entreprises familiales. Désormais, les biens personnels, tels que les maisons de vacances, les châteaux ou encore les œuvres d'art seront taxés. On le voit donc, le gouvernement qui vise les grandes entreprises. Et pour Patrick Martin, le président du MEDEF, je le cite, les entrepreneurs s'exaspèrent d'être systématiquement la variable d'ajustement. Une colère sourde qui monte dans le milieu économique et qui dure depuis plusieurs semaines. En décembre, 2000 patrons ont signé une tribune et ont dénoncé, je cite, une descente aux enfers fiscales. Alors, dans un courrier adressé dimanche soir aux chefs d'entreprise, le Premier ministre a tenté tout de même de déminer la situation. Oui, un effort supplémentaire est demandé aux patrons, mais cet effort est nécessaire, dit-il, car il contribuera au financement de la hausse des dépenses militaires. Benjamin Morel, est-ce que c'est un vrai argument politique de dire, de leur dire, il faut que vous avanciez sur le patriotisme économique? Alors c'est un élément qui est en effet un élément qui peut permettre de mobiliser une partie de l'opinion. C'est-à-dire que très très clairement, aujourd'hui, au vu de la situation internationale, c'est quelque chose qui peut être audible. En revanche, est-ce que c'est vraiment audible dans les milieux économiques? Ça, c'est beaucoup moins évident. Mais il faut comprendre que pour le gouvernement, il y a une prise dans un rapport de force. Celui qui est fort dans une assemblée qui est fracturée, c'est pas celui qui a le plus de députés. Celui qui est fort, c'est celui qui dispose de la possibilité de vous censurer. Et là, en l'occurrence, les LR ne vont jamais censurer, le socle commun ne va jamais censurer. Ceux qui peuvent censurer, ceux qui peuvent, si jamais il y a un tiers du groupe qui rentre en dissidence en jugeant que ce n'est pas suffisant, censurer, c'est le groupe socialiste. Et donc, on a un budget qui a été fait en partie seulement malgré tout, pour donner des gages au groupe socialiste, parce que c'est le groupe bascule. Et ça, c'est l'une des règles du parlementarisme minoritaire. Vous dépendez du groupe d'opposition qui vous est le plus favorable. Et en l'occurrence, ce n'est pas l'heure de gloire du PS, mais très clairement, c'est un budget qui s'est fait en partie aux conditions d'Olivier Faure. Pour vous, pour le constitutionnaliste que vous êtes, Benjamin Morel, est-ce qu'on peut flécher des impôts vers une destination? On ne flèche pas. Alors, symboliquement, vos impôts, dit le Premier ministre aux entreprises, vont aider les armées. Symboliquement, c'est quelque chose qui permet d'avoir un argument électoral, mais institutionnellement, constitutionnellement, et ça peut être toqué possible. En soi, le fléchage, juridiquement, en effet, il ne peut pas se faire. En revanche, symboliquement, vous pouvez vous en proclamer. Et Bernard Cohen-Haddad, ça vous convainc, cet argument du Premier ministre? Est-ce que ça vous savez, moi, patriotisme-là? Moi, j'avais un maître en économie qui s'appelait Alfred Sauvy. Il avait une expression qui était très forte, vous avez peut-être connue. Il disait la charité des riches n'a jamais rempli le ventre des plus pauvres. Vous voyez, donc c'est très clair. C'est pas un système de vase communicant, malheureusement. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est les effets d'annonce plutôt qu'une politique affirmée. Qu'on affirme une politique de gauche, on peut être contre, on peut être pour, mais on a une politique qui est claire. Aujourd'hui, on le voit bien, et c'est très bien dit par Benjamin Morel, on est dans l'ajustement et dans la recherche d'une majorité. Donc, on va vers des mesures qui vont, non pas pour créer une politique économique, mais tout simplement pour obtenir une majorité. Et moi, je ne suis pas convaincu, et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que l'élection d'un président de la République demain inversera cette tendance si, à nouveau,
Il n'y a pas de majorité politique derrière. Et donc, bien entendu, on est dans une ambiance extrêmement délétère pour les entreprises. J'en termine là. 69 000 défaillances d'entreprises. L'année 2025. Sur 2025, c'est 250 000 emplois salariés, non salariés. Et au-delà du chiffre des 69 000 défaillances, c'est la gamme des 50, 100 et 200 salariés qui, aujourd'hui, sont là à être fermés, ce qui n'était pas le cas auparavant, où c'était les moins de 10. Donc, vous voyez où on est passé en 24 mois, c'est-à-dire depuis 2023. Et on le voit, le tableau, l'évolution du nombre de défaillances d'entreprises. Vous l'entendez cet argument, Anne Lorda, du risque de défaillance d'entreprises, voire de délocalisation, parce qu'on grève leur trésorerie? On a déjà entendu ça quelque part, non? Ça fait quand même pas mal de temps qu'on nous dit que le système français a trop de charges sur les entreprises. Donc on a mis en place cette politique de l'offre. Vous avez une réduction des prélèvements obligatoires pour les entreprises en moyenne. On a un problème en France, c'est que les grandes entreprises payent moins d'impôts que les moyennes et les petites entreprises. Il y a 7 points d'écart de fiscalité entre les deux. Donc, c'est un petit peu le même débat qu'on a eu sur la taxe Zuckman et les ultra-riches. En fait, on a un problème de fiscalité en France avec l'ensemble des entreprises et l'ensemble des Français qui payent pas mal d'impôts, qui en payent même beaucoup, mais vous avez des individus et des entreprises qui arrivent à échapper à cet impôt et pas seulement parce que, les moyennes, donc. Si je peux finir, pas seulement parce qu'elles optimisent en allant à l'étranger, elles sont capables aussi d'optimiser en France. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des bons avocats fiscalistes et surtout qu'il y a plein de façons de réduire ces impôts en France. Si vous savez bien saisir les opportunités, comme vous le disiez, peut-être que les PME n'ont pas le temps de le faire, qu'il y a des choix aussi qui ont été faits pour favoriser plutôt les grandes entreprises qui étaient soi-disant les plus innovantes. Par exemple, le crédit d'impôt recherche, qui coûte 7 milliards par an, la moitié est accaparée par les 50 plus grandes entreprises françaises. D'accord ? Donc vous avez la moitié de 7 milliards et le reste est distribué aux PME. C'est ça qu'il aurait fallu remettre en question. Alors écoutez, avant de vous entendre, Bernard Cohen, on va écouter Philippe Juvin, qui est le rapporteur général LR du budget. Pour lui, le compte n'y est pas, si on en croit ses arguments. On l'écoute. Tout le monde dit cocorico, nous allons être à moins de 5% d'endettement. Mais il y a un an, l'objectif, c'était d'être à 4,7%. Donc on présente un recul comme une victoire. Moi, je suis très inquiet. La France, elle est très malade. Elle est très malade. Les choses ne sont pas graves, elles sont très graves. Et elle est très malade, et si on ne la soigne pas, elle va mourir. Et c'est le médecin qui vous parle, d'une certaine manière. Comment peut-on soigner la France ? C'est ça le sujet. Moi, je crois qu'on doit y parvenir en baissant les dépenses. C'est pas un peu excessif, Bernard Cohen, ce que dit la... Écoutez, c'est une vision des choses. Je sais pas, les médecins, donc effectivement, la métaphore. C'est un remède de cheval ou une potion magique, mais on en a tous quand les même cas, une croissance en France, voilà, des meilleures croissances en Europe. Il y a quand même des très bons résultats sur un certain nombre de groupes financiers, ça a été dit, une optimisation, mais il y a aussi un danger aujourd'hui, je tiens à le rappeler, et vous l'avez évoqué avec les symboles. Moi, ce qui m'inquiète en économie aujourd'hui, ce sont les symboles. On parle du pacte du trail. Quel scandale, ce pacte du trail ! Et pourtant, c'est tellement important, la transmission d'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a des bateaux, mais c'est ça qu'il faut supprimer. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'avantages. C'est ça qu'il faut supprimer. Mais en lui-même, le pacte du trail qui permet la transmission d'entreprise... Eh bien, il vous a entendu, le Premier ministre. Non, mais attendez, le pacte du trail, il permet de nouveau aux très riches de transmettre et de payer... Attends, je peux finir ? Oui. C'est exactement le même problème que sur les ultra-riches et sur les grandes entreprises. Le pacte du trail permet aux très riches d'échapper à l'impôt sur les successions auquel le reste des Français n'échappe pas. Donc c'est ça qui est important. De nouveau, on a un problème fiscal, il faut corriger ce système fiscal qui permet à certains individus et certaines entreprises d'échapper. Le pacte du trail... Arrêtez, si vous me le permettez, arrêtez de comparer l'ensemble des Français avec le monde qui produit et qui travaille. Parce que quel est mon objectif à moi ? Je ne crois pas avoir dit ça. Non, mais vous avez dit les Français sur le pacte du trail. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on réindustrialise notre pays. On n'est pas en voie, avec le message qu'on envoie aujourd'hui, de dire qu'il faut refaire de la production. On ne parle pas du tout de la même chose. Mais justement, moi, je vous le dis, donc moi je vous parle y compris sur le pacte du trail qui permet qu'on évite
que nos entrepreneurs, et notamment les plus riches d'entre eux, aillent produire à l'étranger. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et quand je dis à l'étranger, mais je suis très à l'aise là-dessus. Vous êtes à l'aise avec le fait qu'il y ait des gens qui payent moins d'impôts que le reste des Français. Très bien. On garde quelques minutes pour vous demander comment on fait pour échapper au blocage budgétaire. Benjamin Morel. Le blocage budgétaire, il y a une solution qui est une solution politique. Il faut arriver à construire des majorités. Ça, le problème actuellement, c'est qu'on a une forme de sclérose des majorités. Donc, il faudra voir si en 2027, ça peut se débloquer. Puis ensuite, il y a des solutions institutionnelles. On a notamment des lois proposé... pluriannuelles, c'est ça? Alors, c'est ça. Dans le cadre d'une note avec Clément Beaune pour le Haut Commissariat au Plan, on propose notamment des lois pluriannuelles. C'est un avantage, la loi pluriannuelle, c'est que ça permet de voir... Qu'est-ce que c'est concrètement? Pour l'instant, on est soumis à ce qu'on appelle le principe d'annualité budgétaire. Donc chaque année, on refait le même travail, on repart un peu de zéro. Le principe d'une loi pluriannuelle, c'est qu'on essaie de se projeter dans l'avenir, qu'on veuille réduire les dépenses publiques, qu'on veuille la transition écologique, qu'on veuille le réarmement du pays. L'idée, c'est d'arriver à voir sur une législature comment avoir un suivi dans les politiques publiques. Et dans ce cadre-là, eh bien, vous avez un plan au départ, ce qui permet possiblement, si vous arrivez à former une coalition, de solidifier votre coalition. Vous demandez entre partis politiques où vous voulez aller, et chaque année, vous êtes en capacité d'ajuster. Aujourd'hui, on refait, dans une période de 40 jours à l'Assemblée nationale, l'ensemble du débat sur toutes les dispositions. Résultat, on le fait mal, et on ne se projette pas nécessairement dans l'avenir, notamment en termes d'investissement. Ça existe dans d'autres pays européens ? Ça existe dans d'autres pays européens. Et il y a quand même une question qui se pose de façon générale dans la plupart des pays européens sur comment est-ce qu'on se projette. Prenez la Chine qui se projette à 50 ans dans les nouvelles routes de la soie. Nous, on se projette sur 1 an. Et même pas en réalité. On se projette la plupart du temps à 6 mois avant un projet de loi de finances rectificative. Donc il faut avoir cette capacité de projection. Et de l'autre côté, il faut également arriver en remettant les choses chaque année sur le métier, à avoir de meilleurs chiffres et une meilleure réflexion sur ce que l'on fait. Prenez par exemple la question de la taxe Zuckman. Alors, je suis sûr que mes voisins ont une réponse, mais en tant que complet ignorant en matière d'économie, je ne sais pas ce que rapporterait potentiellement la taxe Zuckman. Voilà une question qu'on aurait dû se poser des mois avant de pouvoir débattre de ça. Je crois qu'on le sait. Alors oui, mais vous le savez sans doute, mais il y a d'autres options. Sur cette idée de budget pluriannuel, parce que certains disent, attention, il n'y aura pas de marge de manœuvre, par exemple, s'il y a une alternance, une dissolution, ceux qui arriveraient au pouvoir se retrouveraient bloqués avec un budget pluriannuel. Vous faites un reset à chaque dissolution, à chaque nouvelle alternance, évidemment. Je vais juste abonder dans le sens de Benjamin Morel et de cette note. Vous avez en économie l'idée d'un rendement de la dépense publique, et en réalité, vous avez de la dépense publique qui est plus ou moins rentable. Par exemple, quand vous dépensez sur l'éducation, c'est extrêmement rentable parce que en améliorant le capital humain de votre population, vous allez avoir des meilleurs salaires et donc avoir de meilleures recettes pour l'État dans 5 ou 10 ans. Le problème, c'est que ça prend 5 ou 10 ans. Et donc, les élus qui ont un horizon temporel beaucoup plus court vont faire des compromis et donner de l'argent à des entreprises qui n'est pas vraiment très rentable. Les fameux crédits d'impôt dont vous parliez. Il y a des effets très limités. Sur la transition, c'est la même chose. Écologique. Transition écologique. Donc, vous avez des investissements publics qui sont, mais vraiment... Je veux dire, c'est documenté empiriquement, beaucoup plus rentable que d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, vous aussi? Est-ce que ça peut faire consensus entre vous, justement, en termes de projection? Oui, ça me semble une bonne chose. Et moi, je crois qu'on a oublié dans le débat le deuxième volet du Premier ministre, c'est-à-dire la baisse des dépenses publiques, parce que ça va arriver très, très vite. Ça fait partie aussi de ce qu'il a proposé, donc qui est un volet... oui, mais c'est important. On évoquait tout à l'heure les 4 à 8 milliards de taxation supplémentaire. Moi, je crois que l'ambiance, elle est chez nous, nous, les entreprises, un peu dans une inquiétude, mais qui n'est pas non plus déraisonnée. On voudrait que ça aille un peu plus vite et que ce soit surtout stabilisé. Très bien. Merci infiniment. C'est le mot de la fin et merci d'avoir participé à ce débat.